On va enchaîner en fait directement avec le temps des témoins. Donc Xavier et François, je vous propose d'aller vous asseoir dans le public. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Agnès, Nancy, Bernard, Michel, Marie, Fabrice et Sandra, s'il vous plaît. Donc ils sont venus témoigner en fait de différentes situations professionnelles. Avant de leur donner la parole, je tiens à dire qu'en fait on a mis tout un temps depuis décembre en préparant cette conf, en contactant les copains, les uns, etc. Et qu'en fait il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir venir sur cette scène et qui n'ont pas pu venir de peur des répercussions liées à leur témoignage. Donc on voulait quand même leur faire un coucou. On pense à eux, on est avec eux et on leur souhaite le meilleur. Merci. On va commencer du coup par Agnès et Nancy. Tout à l'heure déjà, elles s'échangeaient, c'est toi qui parles la première et tout. Du coup, vous travaillez à l'hôpital. Voilà. Vous êtes infirmière. Tout à fait, à l'hôpital Saint-André. L'hôpital Saint-André. Oui, service public. Et du coup, alors aujourd'hui, ça fait 15 ans toutes les deux que vous êtes infirmière. C'est ça. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous brosser rapidement un portrait en fait de vos conditions de travail aujourd'hui et comment elles ont évolué ces 15 dernières années? Alors, comment faire? La particularité de notre travail à toutes les deux, c'est qu'au-delà de nos conditions de travail qui se dégradent, pour les infirmiers, les aides-soignants, les ASH qui travaillent à l'hôpital, en fait, c'est les conditions de prise en charge des patients qui en pâtissent. C'est ça le problème principal. Enfin, à mon sens. Et du coup, oui, ça se dégrade terriblement depuis 15 ans. Pour faire rapide, par exemple, moi j'ai travaillé 7 ans de nuit aux urgences. On a commencé, on était 4 et 4 infirmiers, 4 aides-soignants. On a fini à 7, puis à 6, pour faire le même travail, pour soigner toujours le même flot de patients qui arrivaient, etc. Voilà, donc ça c'est purement c'est des chiffres qui peuvent parler à tout le monde. Donc oui, ça se dégrade partout. Il y a moins de lits d'hôpitaux, ils ferment des lits d'hôpitaux. Enfin, le principe de l'hôpital en ce moment, c'est quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. C'est-à-dire que tout va mal à l'hôpital, on coûte trop cher, la masse salariale est trop importante. Ils ne font que développer tout ce qui est hyper technique, donc les méthodes, tout ce qui coûte très cher et qui permet de rentabiliser l'hôpital, mais qui ne soigne pas les gens en l'occurrence. Il faut toujours des gens quand même pour s'en occuper, être là pour eux, faire différentes tâches qui ne peuvent pas être exécutées par des machines. Voilà, donc depuis 5 ans, on a un discours de la part de notre encadrement, que ce soit direct ou administratif, qui ne nous parle que de chiffres, de budget, du fait qu'on coûte trop cher, que les examens sanguins sont faits inutilement, et que ça coûte 20 000 €, et que machin, c'est que ça, on n'entend que des trucs de ce genre, voilà. Et ils suppriment des postes, les départs à la retraite ne sont pas remplacés, les arrêts maladie ne sont pas remplacés, comme partout. Voilà, donc on est de moins en moins nombreux pour s'occuper de plus en plus de monde, la population vieillit. Alors à Saint-André, c'est particulier, c'est un hôpital de centre-ville. Donc on a et c'est un hôpital médical exclusivement, enfin quasi exclusivement maintenant, et du coup on s'occupe que des personnes très âgées, dont personne ne veut, qui sont très malades, qui ne sont pas du tout rentables en termes d'examen et de prise en charge pour le coup, donc qui sont un peu, comment dire, on s'en occupe très bien, c'est pas le problème, mais disons que c'est pas des services de pointe. Et du coup, et en plus, on a aussi une vocation un peu sociale à Saint-André, alors via les urgences, parce que comme c'est du centre-ville, il y a tous les gens qui ont des problèmes sociaux et qui viennent chez nous chercher un petit peu d'aide à leurs problèmes. Du coup, ça aussi c'est pareil, c'est absolument pas rentable. Donc l'hôpital est en train de... Tu veux rajouter un truc, Agnès? Ouais. Oui, non, moi je voulais juste rajouter, par rapport à nos conditions de travail, c'est vrai que par exemple il y a 15 ans, on était embauché en CDI, au bout de 2 ans on passait titulaire de la fonction publique, après on a des grilles de travail avec nos salaires qui évoluent et tout ça. Maintenant ce qui est nouveau à l'hôpital, c'est la précarisation des emplois. On connaît tous dans les services des collègues qui sont obligés de faire du travail à côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins simples de vie quotidienne. Plusieurs boulots, quoi, c'est ça? Voilà. Puis de plus en plus de CDD. Donc les CDD qui perdent tous les droits par rapport aux fonctionnaires. Donc en plus,
l'entreprise, maintenant je peux appeler ça une entreprise, hein, c'est vraiment ça. Ouais. Elle met les individus les uns contre les autres, et c'est vrai que par rapport à des sociétés comme Continental, tout ça, c'est très difficile de mobiliser les gens puisque chacun est un peu sectorisé de son côté. Et ça, c'est vraiment nouveau, la précarisation et la perte de nos avantages, de notre planning. Le lien vie privée, vie publique n'existe plus, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on nous demande toujours de revenir sur nos repos, de nuit, de matin, de soir, pour faire tenir le service public et en prenant l'excuse, puisque nous on est à l'hôpital, en prenant l'excuse bien sûr de la prise en charge des patients et qu'on est là pour les gens. Donc il y a toujours aussi cette culpabilité par rapport à notre travail qui est assez pesante, puisqu'on a un peu l'image de l'infirmière, on a tous des cornettes, et ils tiennent encore à ça, et ça existe encore, voilà. D'accord. Tu veux rajouter un truc, Nancy? Non. Non. Ça marche, bon, ben merci. On va enchaîner avec toi, Bernard. Du coup, toi, tu travailles à la Poste? Je travaille à la Poste, ouais, à Bordeaux-Mérindec, bonjour. Donc ça fait 16 ans que je suis à la Poste, et j'ai commencé, la Poste était encore un service public, et aujourd'hui une société anonyme. Donc je ne parlerai pas d'évolution, je parlerai de dégradation des conditions de travail et une évolution des mentalités de management. Avant, on avait des managers, des encadrants qui venaient du sérail de la Poste, des anciens qui avaient évolué, qui avaient gravi les échelons, qui nous apprenaient le métier. Aujourd'hui, on apprend on prend des managers qui viennent de l'extérieur et qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des études politiques, entre autres aussi, et qui connaissent le monde de la finance assez bien. Et qui donc ont amené ce côté froid et pervers dans le management, c'est-à-dire mettre de la pression sur les salariés en obligeant quasiment, on va dire ça comme ça, à effectuer du travail pour 1, 2, voire 3 en cas d'absence, en cas de maladie ou en cas de non-remplacement d'un collègue qui part à la retraite. Avec un système pervers, je disais, parce que on supprime des postes, mais on se charge que ce soit les salariés eux-mêmes qui les suppriment. C'est-à-dire on leur fait participer les salariés à la réorganisation du travail, oui, parce qu'à la Poste, il y a une réorganisation tous les 2 ans. Et on met à contribution les salariés, c'est-à-dire le nombre de boîtes aux lettres à distribuer, le nombre comment on appelle ça, des rues, le nombre de boîtes par rue, par bâtiment, par tout ça. Donc ce sont les agents, les facteurs entre autres, qui fournissent une base de données. Et cette participation, si je peux te couper, du coup, elle est quasi obligatoire, hein, c'est ça, c'est que... Elle est obligatoire sans l'être. Ouais, c'est ça. Voilà, les facteurs ne se rendent pas compte qu'ils participent à la destruction de leur outil de travail, à leurs conditions de travail. Et donc dans ces cas-là, on peut dire que le manager n'y est pour rien, parce qu'il met en place une réorganisation que les salariés vont faire à sa place. Mais si c'est une mauvaise réorganisation, c'est pas de sa faute, c'est la faute des salariés. Ouais. Parce que c'est eux qui ont fourni la base de données. Donc à partir de là, c'est difficile de lever la tête pour certains. Parce que ils accumulent une charge de travail de plus en plus lourde. Et jusqu'au risque de troubles musculo-squelettiques. Ouais, dont on parlait tout à l'heure. Qui était à l'époque attribué aux personnes à partir d'un certain âge, à partir de la cinquantaine, qui apparaissent maintenant à des jeunes de 25 ans. Ah ouais. Donc
voilà, les dégradations de conditions de travail à la Poste, entre autres. Toi, ça fait combien de temps que tu y travailles du coup à la Poste? Ouais, ça fait 16 ans. 16 ans. Voilà, j'ai commencé en tant qu'emploi jeune. Ça marche. Voilà. Merci Bernard. Du coup, Michel, Marie et Fabrice, vous avez été sur la lutte des Leader Price. Du coup, peut-être Michel, tu veux commencer, nous parler qu'est-ce qui a déclenché cette lutte-là, quand vous travaillez ensemble à Leader Price? Bonjour à tous d'abord. Ce qui a déclenché cette lutte, ça faisait 6 mois que j'étais dans l'entreprise. On était 7-8 au départ, on s'est retrouvés à 3. Donc à un moment donné, ils ont embauché des CDD à court terme, 1 semaine, 2 semaines, et ils les renvoyaient, comme ça, du jour au lendemain. En 6 mois, j'ai dû voir passer à peu près entre 20 et 25 CDD. Donc bon, on s'est posé des questions. Il y avait des gens de valeur dedans, hein, des gens, bien que tout le monde a une valeur au travail, mais il y avait des gens très qualifiés qui faisaient leur boulot, il n'y avait rien à reprocher. Dont Fabrice, qui était déjà au début, qui était venu, après qu'il n'avait pas repris pendant quelques mois, et ils l'ont rembauché au mois de décembre 2014. Et à partir de là, il était avec nous depuis quelques temps, et d'autres CDD sont venus. À partir de là, un jour, l'employeur a dit « Stop, on arrête, vous êtes dehors, on ne vous garde plus, on ne vous reprend plus ». Donc de là, j'ai pris mes collègues, et je leur ai dit « Écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ne vont pas les reprendre, alors on a décidé de faire une grève ». Moi personnellement j'ai décidé au départ. Les gens n'étaient pas trop chauds pour me suivre, on connaissait les risques, on le savait, Leader Price c'est casino, hein, donc c'est pas n'importe qui. Michel, si je peux te couper, du coup c'était une grève conjointe entre C'était une grève conjointe. Ceux qui étaient en CDD qui n'étaient pas Ceux qui étaient en CDI pour soutenir les CDD. Exactement. Voilà, c'était ça à la base. Donc nous on savait qu'on n'allait pas notre emploi, ça c'était à 100% sûr. On y a été quand même. On est resté solidaires jusqu'à la fin. On n'a été que 8, 4 CDI, 4 CDD. Et franchement, ça n'est pas mal sorti quand même, hein. On a perdu notre emploi, c'est sûr. Mais on a mis la pression, on a essayé de nous acheter au départ, financièrement, surtout moi déjà, puisque c'était moi en tant que meneur, soi-disant, du groupe. Donc j'ai refusé leur offre, donc là évidemment ils savaient à quoi s'en tenir. De là, les CDD, ils n'ont pas été réintégrés, ils n'avaient pas de contrat de travail, certains n'étaient pas déclarés, d'autres étant en arrêt maladie non déclaré, accident de travail non déclaré. Je prends Fabrice, il expliquera tout à l'heure son cas, a passé Noël sans 2 mois de salaire en moins, il n'était pas payé pendant 2 mois, c'est le groupe Casino, c'est pas n'importe qui quoi. Donc à partir de là, on avait vraiment une raison de se battre. Et on s'est battu, et puis bon voilà quoi. Et aujourd'hui c'est pas fini puisqu'on est encore au prud'homme, hein, donc on a négocié notre départ puisqu'ils n'ont plus voulu de nous. Mais le plus gros combat, il est après. Et ça, je ne sais pas si tout le monde en parlera, mais bon, on a été vraiment sanctionné au niveau Pôle emploi, etc. Et je crois que c'était pire que le licenciement lui-même. C'est-à-dire quand vous vous êtes retrouvé au chômage, là, le suivi Pôle emploi, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Merci déjà à ce gouvernement qui a voté la loi UNEDIC en 2012. Ouais. On s'est chopé 6 mois de carence, il faut le savoir. Donc quand vous acceptez quelque chose, autant négocier un maximum. Alors, heureusement, on avait négocié assez haut, ce qui nous a permis de tenir. Mais on nous l'a reproché. C'est-à-dire que on est arrivé à Pôle emploi pour s'inscrire, voilà quoi, on nous l'a reproché d'avoir reçu une indemnité pour le préjudice qu'on avait subi. Donc on s'est dit, tant pis, on continue. Et aujourd'hui, c'est pas fini, puisqu'on se rebat encore pour les Pôle emploi, puisqu'ils ne prennent pas nos heures supplémentaires en compte. On a pas mal de soucis au niveau des attestations Pôle emploi qui ne sont pas valables. Et voilà, on ne sait pas où ça va, quoi. Marie, Fabrice, vous voulez dire quelque chose du coup là-dessus ? Moi, je voulais plutôt parler du combat qu'on a mené. Ouais. Parce que c'est vrai que c'était un ensemble de beaucoup de choses. Il y avait des CDD qui n'avaient pas de contrat de travail, donc qui normalement auraient dû passer directement en CDI. Ces CDD, du jour au lendemain, quand ils nous ont dit comme quoi c'est bon, on les veut plus, c'est terminé pour eux. Il faut savoir qu'on se retrouvait qu'à 3 dans le magasin, ouvert 7 jours sur 7. Que les camions arrivent à 6h30 du matin, qu'il faut rester jusqu'à 20h le soir, sur toute une semaine, c'est très compliqué. C'est même quasiment infaisable. On est resté, on l'a fait pendant quelques temps. Ils nous ont quand même accordé un CDD en remplacement d'urgence, je ne sais pas trop comment ils appelaient ça, mais c'était qu'à 20 heures pour la semaine. On était encore très loin du compte parce qu'on ne peut pas tourner une personne en caisse, les camions qui arrivent, il faut décharger, la comptabilité à faire. C'était vraiment quelque chose de infaisable. Et sans compter que toute
toutes les minutes à peu près, on reçoit toujours des nouveaux mails avec des nouvelles tâches à réaliser. Refaites la tête de gondole numéro 3, la 4. C'est toujours de la pression. Ils nous demandaient toujours l'infaisable de toute façon. Et c'est devenu vraiment impossible. Voilà. Ça a été au départ les vraies raisons de la grève, de ce qu'on a vécu. Voilà. Fabrice, tu veux dire quelque chose ? Oui, moi j'avais passé Noël sans salaire tout le mois de décembre, alors que j'avais récupéré mes enfants pour Noël, donc j'ai pratiquement pas pu les prendre tout le mois. Et voilà, donc après on n'avait pas de contrat signé pendant 6 mois, et tout ça. Cette lutte-là qui a eu lieu avec vous à Leader Price, c'était votre première lutte pour vous, syndicale, dans le cadre du travail. Toi, Fabrice, par exemple ? Moi, c'était la première fois, oui. Ouais. T'avais jamais fait grève avant ? Non, jamais. Toi, Marie, aussi, c'est pareil ? Ouais. Toi aussi, Michel ? Moi, c'est la première. C'était la première ? La première et pas la dernière. La première et pas la dernière. Juste peut-être pour continuer sur votre expérience, tu disais aujourd'hui on sort quand même mieux même si on est au chômage. Ouais, vas-y Michel. Oui, tu disais on en sort mieux, c'est-à-dire que vous avez quand même gagné des indemnités de... Oui, on a gagné des indemnités. Les indemnités négociées assez haut, aussi bien pour nous que pour les CDD, en leur évitant un procès au prud'homme, puisque de toute façon on a essayé de négocier sur les condamnations qui se font dans leur cas. Hein. Donc ils ont obtenu une somme correspondante à peu près à ce qu'ils auraient touché s'ils avaient été au prud'homme, sans les pertes de temps, des appels, etc., sachant qu'ils étaient dans une situation précaire. Nous, on s'en est bien sortis, hein, puisqu'aujourd'hui il y a des gens chez eux qui ont 17 ans de boîte, on leur propose 6 mois de salaire. Franchement, oui, on ne va pas se plaindre, hein, mais je pense que c'est un sacrifice, mais sans être un sacrifice aujourd'hui, moi j'ai la fierté de dire je rentre chez moi le vendredi, parce qu'aujourd'hui je travaille, comme 6 d'entre nous, hein, d'ailleurs, ce qui est quand même 6 sur 8, c'est quand même pas mal, même s'il y en a qui ont des emplois soi-disant précaires, mais qu'est-ce qu'un CDI aujourd'hui ? C'est aussi précaire qu'un CDD, hein, donc pour moi, c'est mon opinion personnelle. Moi ce que j'ai envie de dire le vendredi soir à 16h ou 17h, je me dis, ben voilà, à mon fils, je peux lui dire je vais te voir jouer au foot samedi. On va pas se dire le dimanche, je peux pas aller au cinéma ou autre chose, ou amener ma femme au restaurant. Et ça, aujourd'hui, j'ai la fierté de dire ça. Et je pense que le travail du dimanche, je l'ai fait une fois à Leader Price, je crois que je ne le referai pas du tout. Pour gagner quoi ? 8 € de majoration en se faisant 160 km pour 4 heures de travail. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut dire stop au travail le dimanche. La loi Macron, alors là, j'en parle pas. C'est tout un débat. Mais c'est vrai que oui, ça m'a forgé et je pense qu'aujourd'hui, et surtout quand on voit tous les mouvements et les syndicalistes qui sont aujourd'hui condamnés, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. On en est sorti fiers. Ouais. Et je pense aujourd'hui qu'il y aura d'autres combats qui se mènent. On entend aussi les bouches-oreilles, parce que je suis en contact avec d'autres personnes de Leader Price aujourd'hui. Ce que je reproche aujourd'hui un petit peu, c'est qu'on n'a pas de convention, nous, qui bouge beaucoup. Donc ça, elle évolue pas, quoi. Elle n'a pas évolué. Et dans le commerce, c'est très compliqué, quoi. On est sûr, à coup sûr, de perdre son emploi si vraiment on ose dire ce qu'on pense. Voilà. Parce que dans toute la grande distribution, du coup, les pratiques là que vous décrivez... elles existent, mais je crois que Leader Price, c'est la pire. Hein. Ah d'accord. Ouais. Ah oui. Je pense. Hein. J'ai vu les forums, je vois tous les gens qui travaillent même à Auchan ou Leclerc, pour ne pas les citer, ils sont quand même mieux lotis que nous où on était. Alors c'est vrai que nous c'était un rachat, avant c'était des mutants, ex-mutants, donc c'était une coopérative, c'était une autre façon de faire, mais eux pour eux c'était des empassements, quoi. Mais moi j'ai pas l'intention de travailler pour leur gonfler leurs bénéfices, surtout M. Naouri qui en l'occurrence fait partie des plus grandes fortunes de France. Non, surtout quand on voit le chiffre d'affaires de 2015. Quoi. Alors j'ai envie de vous poser une question, on ne l'a pas trop préparée mais je vais le tenter quand même. Quel serait le moment que vous retenez le plus marquant pour vous de tout ce combat-là ? Le plus marquant, c'est la solidarité déjà entre nous, ouais. D'être resté à 8 tout le long jusqu'au bout. Ouais. Et le plus marquant, c'est les gens qui sont venus nous soutenir. Parce que ça nous a... Au début, on a commencé tout seul, donc je pense à un moment on n'était pas syndiqués, hein, il n'y a aucun syndicat, pas de représentant de personnel, il n'y avait rien. Donc on s'est dit où on va, quoi. Et puis j'ai rencontré quelques gens de la CGT, après j'ai Philippe Poutou qui est venu et tout ça, donc là ça nous a aidés. Alors quelques politiques, mais bon eux, ils sont venus juste se montrer, ils sont repartis. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de Philippe Poutou et de la CGT, ils sont vraiment venus nous soutenir. Les gens aussi qui étaient là, financièrement, qui nous ont soutenus pendant les 6 semaines de grève, donc ça nous a aidés. Hein. Donc je crois que c'était les moments les plus marquants et les manifestations qu'il y a eu au niveau du magasin. Voilà. Marie, tu veux raconter
Un moment, non? Tu penses à quelque chose ou pas? Non, il a bien résumé. Ça roule. Oui, non, il a bien résumé. C'était surtout l'esprit solidaire qu'on avait dans le magasin, parce qu'en fait, ils ne se sont pas rendus compte, mais en nous forçant à tout le temps travailler, à toujours être débordés, tout ça et tout, mais déjà, on s'est créé cette solidarité à l'intérieur du magasin. Et quand on s'est retrouvés tous dehors, ça a encore plus augmenté cet effet de rester toujours solidaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu tenir les 6 semaines et puis qu'on s'en est même bien tiré. Voilà. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, peut-être avant de passer à toi, Sandra, j'ai envie de revenir un peu sur vous, parce que c'est vrai qu'on a fait le constat à l'hôpital et à la Poste. Mais peut-être, du coup, c'est un peu la question de François de tout à l'heure que j'ai envie de poser, c'est comment on résiste par rapport aux situations que vous décrivez. Résister, il faut l'aval de tous les salariés. Il faut que tout le monde se rassemble. Et ce qui n'est pas le cas actuellement sur mon lieu de travail, parce que les gens sont pas pessimistes, mais ils ne croient plus aux luttes. Beaucoup sont démotivés parce que depuis 2011, 2010, on a eu un mouvement de grève à la Poste de Mériadec où on avait gagné cette lutte-là, mais il n'y a pas eu de suivi. Voilà, les gens sont restés, se sont posés sur leur laurier, et puis on a eu un changement de management, de manager à ce moment-là, qui est un très bon communicant, qui arrive à s'attirer les bonnes grâces des salariés, qui les paternalise. Voilà, c'est un bon père, c'est un bon protecteur. Vous avez un problème, je suis là, venez me voir, et puis on va arranger ça. Et seulement quand le collègue n'est plus capable physiquement d'assurer son travail, on va lui dire, voilà ce que j'ai fait pour toi, et il serait temps que tu me rendes la monnaie de la pièce. Et là, le collègue se retrouve piégé, parce qu'on lui met la pression, parce que la faute revient sur lui. La faute revient sur lui. Les collègues sont très professionnels. Et, ils adorent le métier qu'ils font, et la direction le sait et joue sur leur professionnalisme, leur conscience professionnelle pour accepter plus qu'il n'est nécessaire. Voilà, pour assumer les absences des collègues malades. Donc on se partage le travail. Et pareil, quand il y a un retraité, une personne qui part à la retraite et qui n'est pas remplacée, on va partager sa tournée, voilà. Et puis tant que ça marche, on va en rester là. On va pas chercher à recruter une autre personne. Et puis lors de la prochaine réorganisation, c'est comme si c'était acquis. Donc on reste tel quel. Donc petit à petit, tous les 2 ans, on accumule. Et là, les collègues en ont marre. Donc, et ça crée des tensions entre collègues, parce que c'est jamais de la faute de la direction. Parce que la direction a tout fait pour nous préserver. Donc c'est que le calcul a été mal fait, comme je disais tout à l'heure, par rapport au redécoupage des tournées, et du coup c'est de la faute du voisin. Le voisin a moins de travail que lui, donc ça serait bien qu'il nous aide un petit peu, mais jamais on se pose la question, ça serait bien de trouver une autre personne, d'embaucher une autre personne. C'est toujours de la faute du voisin. Voilà, le directeur, on n'y touche pas parce que c'est un super directeur. Et ça crée des situations d'isolement. Voilà, donc chacun est replié sur soi-même, donc ça crée des tensions, ça crée des dépressions, et ça va bien au-delà de la dépression parfois.
mais c'est jamais de la faute de la direction. C'est ce que cette équipe-là actuelle a réussi à mettre en place et à mettre dans la tête des collègues que il a tout fait pour éviter des drames, pour éviter des situations à risque, il s'en lave les mains en fait. Et parce qu'il a une direction, sa hiérarchie qui lui demande d'atteindre un objectif, donc c'est pas de sa faute. Si les données ont été mal remontées, c'est pas de sa faute non plus. Lui en fait il est juste l'intermédiaire et il tamise un peu tout ça quoi. Juste si je peux te prendre le micro, ouais, j'aurais une dernière question pour toi Bernard. Tu te vois encore longtemps travailler à la Poste ? Non, franchement non. Vu la dégradation actuelle, non. De toute façon, c'est un avis personnel, hein, je pense que le côté distribution de la Poste à moyen terme, voire court terme, risque de disparaître. Ça sera sous-traité ou ça va passer par la distribution du courrier, oui. À terme, je pense qu'on cherche à se débarrasser de cette branche de la Poste. On n'arrête pas de nous rabâcher sans arrêt que... Pardon, excusez-moi. On n'arrête pas de nous rabâcher que le courrier coûte trop cher, le service de distribution du courrier, donc dont dépendent les facteurs, coûte trop cher à la Poste. Donc on essaye d'externaliser ce travail-là. Voilà. Merci Bernard. On l'applaudit s'il vous plaît. Non, moi je voulais comment on résiste. Je pense qu'on se pose tous encore la question. Ouais. Après, c'est vrai que bon, je parle de ma catégorie socio-professionnelle. Après, à l'hôpital, il y a quand même beaucoup de précarité avec des catégories ouvrières qui sont vraiment en déperdition, qui ont perdu tous leurs droits, tous leurs avantages aussi. On a vu les avantages disparaître. Maintenant, c'est vrai, comme il disait, à l'hôpital aussi, on a des réunions d'organisation. Donc, on doit trouver les moyens de travailler en mode dégradé. Donc ça, le mot dégradé, c'est le grand terme. Après, pour moi, pour résister, ce qui est difficile, c'est qu'on est à l'hôpital public parce qu'on croit en la fonction publique, on croit au système de santé. Et actuellement, en fait, clairement, tout ce qui se passe, on le voit, tout est privatisé. À l'hôpital aussi, l'externalisation de beaucoup de choses se font, toujours dans un but rentable. Alors que je parlerai au niveau des soignants. On est quand même là justement pour répondre à une demande d'une population, de toute population, et ça on n'arrive plus à le faire. Donc on est déjà dans cet état d'esprit où on n'arrive plus à gérer notre travail, et en plus on perd nos compétences de métier, parce qu'après le travail, enfin vous disiez le travail, bon, c'est un grand mot, mais c'est vrai que chaque métier, on a fait des diplômes, on a fait des études ou pas d'études, mais au moins on a des compétences, on les a acquis par l'expérience ou par diplôme, par formation. Et ça, on perd complètement avec les glissements de tâches. Donc, on est toujours amené à faire plus. Ce qui est difficile, c'est qu'on est toujours de moins en moins nombreux. Mais surtout, par contre, l'institution demande de plus en plus. L'institution, de part aussi par la loi, tout ça, enfin, je ne sais pas trop comment dire ça. Toujours, notre travail doit être parfait, beaucoup de traçabilité, il faut qu'on se protège parce qu'il y a de plus en plus de plaintes, donc on nous rentre toujours dans cette dynamique qui est différente et qui est tout à fait nouvelle en 15 ans. Ça. La situation que décrivait Bernard là à l'instant, de chaque salarié un peu isolé, etc., ça c'est quelque chose que vous retrouvez aussi, du coup, des tensions entre collègues. Alors c'est vrai que la fonction publique hospitalière n'a jamais été, je pense, après là je me trompe peut-être, une population de professionnels à se mobiliser. On a toujours eu du mal. Alors de par le fait qu'on soit assigné par rapport au mouvement de grève, par rapport aux assignations, puisqu'on est obligé d'aller travailler, on ne peut pas laisser, voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficile de mobiliser vraiment les personnes, mais je pense que c'est aussi surtout parce que y a de plus en plus de CDD. On met en rivalité les statuts, on met en rivalité les professions.
Et tout ça, c'est difficile de mobiliser les gens. Alors pour la fonction publique, là, les gens sont tellement acculés par leurs propres problèmes de conditions de travail pour gérer leurs enfants, les congés maladie qui sont plus remplacés, la difficulté rien que de faire reconnaître les accidents professionnels. Là, sur l'hôpital actuellement, c'est vrai qu'ils ont une politique. Les gens passent au tribunal, quoi. Enfin, on est infantilisé et c'est toujours la faute des gens et on s'organise toujours mal. Donc tout est fait pour qu'on s'organise mieux parce que c'est bien connu que si on s'organisait mieux, on ne serait pas blessé, on pourrait prendre en charge 50 000 patients. Encore une fois, la faute revient sur vous au bout du bout, quoi. Mais disons que c'est totalement... Oui. Après, maintenant, ce qui est nouveau aussi pour nous, c'est qu'on a affaire à des managers. On a affaire à des managers, notre DRH nous appelle des stocks, que le stock du CHU de Bordeaux est trop important et qu'on entend, par exemple, moi je suis syndiquée à l'hôpital, au CHU de Bordeaux, et on entend dans les comités d'établissement que maintenant il faut arrêter de parler des professionnels et de nos conditions de travail et que le plus important c'est le patient et qu'il faudrait remettre au centre du débat le patient. Donc si vous voulez qu'on entend ça, on ne peut pas le tolérer, mais on résiste parce qu'on a encore des valeurs et que aussi beaucoup de gens, c'est vrai que dans notre profession infirmière, par exemple, le chômage c'est nouveau, mais maintenant la majorité des infirmières qui sortent des écoles sont au chômage. Alors nous, c'est vrai que c'est complètement différent de conditions de travail difficiles. On va dire, je sais pas, je me sens presque privilégiée, alors qu'en fait, en 10 ans, on a perdu tous nos acquis, toutes nos compétences, et surtout, on a l'impression maintenant, la seule chose qu'on demande, c'est essayer de tenir nos 7 heures. Parce que nous, 7h30 ou voire 12h, suivant les horaires, sans tuer personne et sans qu'on se fasse taper sur les doigts, alors qu'à la base, ce n'est pas nos ambitions. Non. Merci beaucoup. Donc on va terminer ce temps des témoins avec toi, Sandra. Du coup, toi, Sandra, tu es au RSA actuellement. Oui, exactement. Et tu peux nous parler un peu du coup de ta situation Non, pas forcément de la mienne. Pas de ta situation, mais du coup de ton expérience liée aux dispositifs sociaux. Oui, alors je ne vais pas vous remonter le moral, je suis désolée. Je vais vous même rajouter une couche. Alors c'est assez terrible, effectivement, le milieu du travail, je pense. Mais alors quand on est de l'autre côté, dans la situation de non-travail, les personnes sans emploi, alors là, je pense que là, c'est encore une dimension supérieure. Là, on est à la 4e dimension. Et du coup, alors pour me présenter un peu, je ne sais pas comment me présenter, je dirais peut-être que je suis une chercheuse en chômage. Je vais demander mon diplôme un jour, peut-être, puisque j'ai abordé le chômage de toutes les façons, je crois. Alors moi, je suis une grande pratiquante, déjà, personnellement. Je fais pas mal d'années de chômage dans ma vie. J'y suis actuellement. Je suis militante également dans une association de chômeurs où on vit des choses assez rigolotes au quotidien. Et j'ai également travaillé comme intervenante sociale. Donc j'ai vu toutes les situations que j'appelle de la violence, clairement, pour moi, c'est de la vraie violence. Et notamment parce que les personnes au chômage, pour moi, sont positionnées comme des... elles sont coupables, quoi, de base. Voilà, on est positionné comme ça. Alors que ce soit, par exemple, les personnes au chômage classique, entre guillemets, à Pôle emploi, il faut savoir qu'on est contrôlé, on est surcontrôlé. Et là, ça s'aggrave puisque au mois de septembre a été mis en place un corps de contrôleurs. Donc c'est des gens, des salariés de Pôle emploi, des conseillers emploi qui ont été enlevés de leur poste de conseiller. Il y en a 250 qui ont été mis sur des postes de contrôle sur Pôle emploi. Alors que c'est déjà, d'ores et déjà, il y a un débordement des conseillers. Ils ne savent même plus comment suivre les gens. Je crois que certains ont 200, 300 personnes à suivre par mois, si vous voyez. Ouais. Voilà. Mais on est placé de fait en tant que personne sans emploi comme fraudeur, enfin voilà, feignant, enfin il y a un truc comme ça. Et donc on a plein de choses, de contrôle, de choses qui planent au-dessus de la tête. Par exemple, on a au bout de 2 offres d'emploi proposées, bon ils ont un peu de mal à les proposer, les offres d'emploi déjà, mais enfin bon, des fois ils essaient. Si on refuse 2 offres d'emploi, ben, on se fait couper les allocations par exemple. Si on ne reçoit pas une lettre de convocation à Pôle emploi, paf, ben, on peut être radié aussi également. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, comme ça. Vous n'êtes pas venu à la convocation, mais oui, mais j'ai pas reçu la lettre. Mais c'est pas grave, vous avez dû la recevoir quand même. Voilà.
Voilà. Alors après, on a le summum de la violence pour les pauvres, qui est, je dirais, le RSA. Alors là, le RSA, lui, il est contrôlable, il faut qu'il se justifie surtout. Enfin, lui, il n'a plus aucun droit. Et même, je dirais carrément... Alors moi, j'ai regardé la loi sur le RSA, parce que je la trouvais assez intéressante. Et en fait, déjà, de fait, elle viole la Constitution française, dans laquelle il est inscrit que chaque citoyen et citoyenne a droit à un revenu, lorsque les conditions économiques ne lui permettent pas d'en avoir un, déjà. Ben, la loi sur le RSA, elle prend le contre-pied, c'est-à-dire qu'une personne seule a droit à 450 €, hein, quand même. Enfin, voilà. Et elle doit se justifier à tous les niveaux de ces 450 €, parce que c'est un gros revenu quand même. Et alors ça commence comme ça, c'est-à-dire que déjà, une personne au RSA, elle doit signer un contrat sous la contrainte. Alors déjà, en droit français, ça c'est déjà un contrat, il faut que chaque partie soit d'accord et son libre arbitre pour signer un contrat. Donc une personne au RSA, elle va voir soit une assistante sociale, un travailleur social, qui l'oblige à signer son contrat d'insertion. Et si elle refuse de signer, elle le passe devant une commission disciplinaire. Voilà, alors là, il y a 5 personnes devant elle, elle est devant un tribunal, et on lui dit vous êtes méchant ou méchante, pourquoi vous n'avez pas voulu signer votre contrat d'insertion? Et si la personne répond écoutez, j'en avais marre, moi j'en ai marre qu'on me traite un peu comme un enfant, moi je suis libre quand même de chercher de l'emploi comme je veux ou ne pas en chercher aussi. Ah, là, ça passe encore moins, il ne faut pas le dire ça, faut éviter. À ce moment-là, elle passe devant une commission disciplinaire qui peut lui suspendre son RSA, le diminuer, le diviser par 2 par exemple. On connaît des personnes à qui c'est arrivé, hein, on connaît un certain nombre. Voilà, mais c'est pas fini. Alors ça, c'est c'est la première phase de contrôle qui est validée par les conseils départementaux. C'est-à-dire que c'est le président du conseil départemental qui signe la suspension ou la radiation d'une allocation. Quand même le savoir. Voilà. Donc merci Monsieur Glaise quand vous signez les radiations. Un petit coucou. Alors ensuite, en second temps, c'est la CAF qui fait tous les contrôles nécessaires pour voir si la personne a vraiment droit à ces 450 €. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la notion de revenu, parce que ce n'est pas une allocation individuelle. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a aucun revenu, mais qu'elle est en couple, la personne, et que l'autre personne a un revenu, on n'a pas droit à ces 450 €. Donc il y a une dépendance aussi, notamment par rapport aux femmes, par rapport au conjoint. Bon, ça encore, c'est... et là, donc, c'est le plus réjouissant. La CAF peut aller chez quelqu'un pour voir si la personne vit vraiment de façon célibataire. Alors, ça peut, par exemple, aller dans la salle de bain, voir s'il y a 2 brosses à dents. C'est assez drôle. Voilà, aller faire des enquêtes auprès des voisins. Demander s'il n'y a pas des gens qui circulent, il n'y a pas quelqu'un qui vient régulièrement chez la personne. Voilà. Moi, j'ai eu droit il y a quelques années avec mon ex-conjoint, par exemple. Elle peut aller voir bien sûr sur les comptes bancaires. Alors M. Cahuzac, lui, il a eu le droit de faire des gros détournements de 20 millions d'euros. On ne va pas aller voir sur ses comptes bancaires. Par contre, quelqu'un qui a 450 €, on va aller voir tout détaillé, voir bien sûr s'il n'y a pas des dépôts en liquide. Alors ça, c'est le truc à éviter, bien entendu. Hein. Quand on travaille au noir, on ne fait pas de dépôts en liquide sur ses comptes. Hein. C'est évident. Mais ça peut être au-delà de ça. Ça peut être, par exemple, est-ce que la personne fait ses retraits près de chez elle? Ses retraits en liquide. Parce que si elle fait des retraits ailleurs, ça veut dire que, par exemple, elle part en vacances. Et ça, c'est très vilain, quoi. Ça qui part en vacances, c'est très vilain. Alors, attends, tu dis qu'elle n'a pas le droit de partir en vacances, en fait, c'est ça? En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que si quelqu'un fait des retraits, je sais pas, une personne a envie de se changer un peu les idées, hein, le RSA, c'est pas forcément très drôle. Elle part 1 mois ou 2 dans sa famille, par exemple. Eh bien, on va aller chercher dans toute sa vie pour voir si par hasard, elle habiterait pas ailleurs que là où elle a déclaré. D'accord. Oui. Et puis aussi, si elle prend 2 mois de vacances, c'est pas normal. Elle n'a pas le droit, voilà. Parce que quelqu'un qui est au RSA, il change censé, pas tout le monde, mais enfin, il y a 2 cas dans le RSA, mais les personnes proches de l'emploi sont censées aussi chercher du travail, bien entendu. Donc on a droit qu'à 3 semaines ou 1 mois par an, il faut le déclarer, tout ça. Bon, voilà. Donc c'est des recherches systématiques surtout. Les personnes au RSA n'ont pas droit aussi à avoir trop d'épargne, sinon elles n'ont pas droit au RSA, par exemple. Enfin, c'est très très joyeux à tous les niveaux. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai dû en oublier? Parce qu'il y en a tellement des choses rigolotes. Non, je crois que c'est... Voilà. Donc, alors, avec tout ça, est-ce que moi, je dirais, la violence qui se rajoute à tous ces contrôles qui peuvent se faire et ces pressions, voilà, c'est que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens au RSA ou même à Pôle emploi qui ne veulent plus retourner dans l'emploi tellement c'est violent, hein, vous en avez fait la démonstration avant, et qui n'arrivent même pas à se prononcer, à donner leur avis sur l'emploi,
ou sur leur choix de ne plus chercher du travail. Et c'est assez souvent quand même qu'on a droit à des retours qui sont un peu jugeants quand même. Du style, tu ne travailles pas, mais comment tu fais pour payer tes factures? Des choses comme ça. Moi, je travaille, donc je paye pour toi. C'est moi qui paye pour tes allocations. Enfin, donc il y a quand même une violence aussi qui se rajoute à tout ça. Et qui fait que je trouve que la plupart des personnes ont du mal à s'exprimer, à en parler, et même justement à pouvoir remettre un peu en question cette idéologie du travail, que j'appelle par moments aussi une religion. Et c'est très difficile de fait aussi. Merci Sandra. Ah, j'ai oublié un truc. Tu veux dire un... J'ai oublié le livre. Tu veux dire un truc en plus? Ouais, j'ai juste oublié un petit truc. Du coup, j'ai vécu plein d'aventures en tant que militante et autres. Et ça m'a donné envie de faire un petit bouquin, un recueil. J'ai oublié l'essentiel. Un bouquin à l'humour au second degré, parce que sinon, c'est un peu indigeste tout ça. Et donc, je fais part de scènes de vie, de gens qui m'ont dit des choses qu'ils avaient vécues, ou que j'ai moi-même vécues dans les MDSI ou ailleurs. Et sur d'autres textes également, je me prononce aussi, je donne mon avis sur ces idéologies qui sont un petit peu difficiles à déboulonner. Mais je pense qu'il faut le faire, il faut s'exprimer, vraiment c'est important, ça fait du bien de s'exprimer sur l'idéologie travail, il faut vraiment le faire, quoi. Donc voilà, j'ai fait un petit bouquin avec La Cause du Poulailler, qui est une maison d'édition engagée. Voilà. Et je crois que tu en as amené quelques-uns avec toi. Donc, un petit peu. Ça marche. Pour terminer ce temps des témoins, on voulait se tourner vers vous, vers vous tous, et vous proposer des questions, un peu de sondage. Donc je vous propose, je vais vous faire à chaque fois des questions, et si vous êtes concerné, du coup vous levez la main, comme ça on arrive à voir un peu quelles sont les situations qui sont présentes dans la salle. Donc parmi vous, qui a un CDI ? Ok. Qui a un CDD? Très peu de CDD. Qui fait de l'intérim? Qui est fonctionnaire? Qui est intermittent? Qui est allocataire, allocation chômage? Qui est au RSA? Qui est retraité? Putain, on a des retraités cons. Est-ce qu'il y a des étudiants? On a plus d'étudiants que de retraités. Le seuil de pauvreté est fixé à 828 €. J'ai oublié quelqu'un? Chômeur sans ressources. Vacataire contractuel. Oh putain, on est dans la merde. Bon. Je vais continuer. Le seuil de pauvreté, il est à 828 € mensuels, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Là, plutôt, du coup, subjectif. Qui considère qu'il n'a pas assez de revenus pour vivre? Qui... Et chez ses parents? Ouais, alors attends, je vais continuer. Parmi ceux qui travaillent, qui ont un emploi, qui travaillent sous pression? C'est subjectif aussi, mais je vous pose la question. Pression. Ouais, la pression, ouais.
Qui parmi vous est inquiet pour sa situation économique dans les années qui viennent? Ah oui, alors François Ruffin me demande, est-ce qu'il y a des patrons dans la salle? Qui parmi vous est syndiqué ou appartient à une organisation de chômeurs ou de défense des droits? Qui parmi vous, du coup, n'est pas syndiqué et n'appartient à aucune organisation? Tu les as repérés, Loïc? C'est bon, hein? Bon, la première chose, moi, c'est que j'ai envie d'envoyer Macron à Leader Price. Un petit stage, quoi. Mais non, après, il y a plusieurs trucs. Bon, alors, Jean-Charles Naouri, c'est mon copain, puisque j'avais un procès avec Jean-Charles Naouri. Alors, c'est intéressant, peut-être, je sais pas, ça part comme ça. Hein, vas-y. Non, Jean-Charles Naouri, le parcours du bonhomme est quand même intéressant. Il est dans le cabinet Pierre Bérégovoy au ministère de l'économie en 84. C'est lui qui libéralise les marchés financiers. Ça veut dire que ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui, qui a été décrit là, vraisemblablement un peu de ce qui se passe à la Poste, c'est lié à un choix fait par Jean-Charles Naouri, et par le gouvernement socialiste de l'époque, Pierre Bérégovoy, ainsi de suite, en 1984. Jean-Charles Naouri sort des cabinets ministériels, il reprend Moulinex, il liquide Moulinex en y faisant son beurre. Ensuite, il entre chez Casino, et chez Casino, bon, moi, alors, j'avais emmené en Assemblée Générale des actionnaires, je ne sais pas, Michel, si tu souhaiterais devenir actionnaire de Casino. Ben, si je te prête un petit peu, tu deviendrais actionnaire? Bon, mais moi, je te propose de devenir actionnaire de Casino parce que ça permet d'intervenir devant Jean-Charles Naouri, ce qui est déjà un exercice que j'avais fait pour l'émission Là-bas si j'y suis, en faisant intervenir des anciens de chez Moulinex, des anciens gérants de petits casinos, parce que là je faisais la blague sur les petits patrons, enfin sur les patrons, mais objectivement il y a du petit patronat, des gérants et puis tout ça, qui sont aussi bien le couteau sous la gorge et tout ça. Et donc peut-être qu'il y a une jonction à opérer aussi de ce côté-là. Donc voilà, si tu veux devenir actionnaire, si vous voulez devenir actionnaire de Casino, moi je vous accompagne en assemblée générale. Mes dernières assemblées générales chez Casino ont plutôt ressemblé à des mêlées de rugby, mais voilà, bon, c'est une forme d'action qui est possible. Donc voilà, c'est vrai que là on a un patron qui nous décrit en vérité pourquoi on a cet état de désespérance qui a été décrit là assez longuement, c'est-à-dire la gauche qui est supposée nous représenter, parce qu'on ne peut pas faire fi de ce qui se passe sur le terrain politique, la gauche qui est supposée nous représenter, qui était élue pour ça en 81, qui participe au renoncement, qui a produit une libéralisation des marchés que n'avait pas osé faire la droite, et qui fait que... Donc c'est pour ça. Alors après, moi, dans ma démarche pseudo-journalistique, il y a plusieurs temps. Il y a un temps qui est celui du recueil du témoignage, comme on a pu avoir là, et qui est le temps de mes premières années, avec un côté quand même, à la fin, c'est touchant et ça peut être un peu assommant à force. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça comme premier temps. Après, il y a un deuxième temps qui est un temps, on va dire, plus politique. Bon, moi, je suis par exemple partisan du protectionnisme sur le terrain industriel et j'ai écrit un bouquin sur le terrain qui concerne plus l'hôpital, la poste et le secteur public. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Vive la banqueroute et qui pose la question de comment se gère la monnaie aujourd'hui, parce que la manière dont se gère la monnaie, la manière, ou un autre bouquin qui s'appelle Faut-il faire sauter Bruxelles, parce que ce qui se passe à Bruxelles a des conséquences sur ce qui se passe à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Et donc je dirais que moi, une des questions, c'est quand on entend tout ça, c'est comment on remet de l'oxygène dans tout ça. Parce que on peut en avoir, ça peut durer longtemps et c'est très bien. Je veux dire, il y a un problème aussi. Pour les gens qui sont extérieurs au mouvement social, il y a un problème de représentation et il y aurait le fait que ces témoignages-là soient invisibles en dehors d'espaces comme celui-ci, c'est un problème parce que si on les rend visibles, c'est aussi une possibilité donc voilà, il y a une utilité je pense que
en plus des problèmes matériels qu'on a, de toute façon, on a un gros problème spirituel, on peut dire idéologique, mais on pourrait dire presque spirituel. On a un problème d'irreprésentation. Le sentiment de ne pas être représenté est une souffrance en soi. De ne pas être représenté dans les médias et de ne pas être représenté non plus que ces problématiques-là ne soient pas représentées, par exemple, à l'Assemblée nationale et qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y ait des gens qui portent notre voix. Je pense que déjà, ça en soi, c'est une souffrance qui s'ajoute à la souffrance. Donc moi, j'ai mon petit rôle là-dessus à tenir. Et ensuite, c'est comment... Il y a un bouquin que j'aime beaucoup de Richard Wilkinson qui s'appelle « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ». Mais enfin bon, et un petit truc à côté qui dit comme ça, il dit finalement le rat à qui on impose des décharges électriques tous les jours, eh bien il y a quelque chose qui se produit qui relève de l'isolement. Il cesse d'aller voir les autres, il déprime en fait, et finalement les salariés à qui on fait subir, ou bien les chômeurs encore davantage, à qui on fait subir une souffrance sociale, c'est lui qui le dit, c'est Wilkinson qui le dit, on retrouve les mêmes symptômes physiologiques que chez le rat. En termes, il bosse de l'endocrinologie, dans le développement des glandes, dans ce qui est du taux d'adrénaline, dans tout ça, on retrouve les mêmes symptômes chez les salariés qui subissent une hiérarchie ou chez les chômeurs qui subissent le chômage que chez le rat à qui on fait on met des trucs. Donc un truc, ça produit de la dépression et ça produit un isolement. Mais je dirais que par ailleurs, si on étend ça à l'ensemble du corps social, quand on a des classes populaires ou un mouvement ouvrier ou un mouvement salarié qui se prend des défaites et l'équivalent des décharges électriques depuis 3 décennies dans la tronche, le risque, c'est que ça produise la même chose. Et je pense que ça produit la même chose, c'est-à-dire un truc de repli, d'isolement, et finalement un mouvement social en dépression lui aussi, comme l'est le rat ou comme peuvent l'être les individus. Et donc toute la question, c'est comment on fait pour remettre de l'oxygène là-dedans. Alors moi, je peux vous dire quelques petits trucs qui... je ne sais pas si ça va vous redonner envie, mais enfin... Essaye. Ouais, vous avez noté les trucs. Non, je pense que de toute façon, le mouvement ouvrier à lui seul n'est plus en état de bouleverser la donne. Et peut-être qu'il ne l'a jamais été. Mais ça, c'est une des questions qu'on peut avoir avec vous. Mais je pense que, moi, il y a la nécessité d'une jonction du mouvement ouvrier et, on va dire, de la petite bourgeoisie intellectuelle. De toute façon, je pense que tous les grands moments de l'histoire progressiste ont été le fruit de cette jonction. Je peux être un peu long ou pas? Ouais, bon, d'accord. Pas trop. 2 minutes. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, voilà. Je te laisse mon temps de parole. Non. Pas de souci. Derrière ça, je vois pas ce que je peux dire. Je te laisse. Bon, je le fais quand même. Mais je veux dire, 1789, c'est la jonction des avocats, donc de la petite bourgeoisie intellectuelle dans le tiers-état, et du peuple des villes avec la Bastille, du peuple des champs avec la Grande Peur. 1936, le Front populaire, c'est la jonction des intellectuels qui ne veulent pas du fascisme et des classes populaires qui veulent les 40 heures et les congés payés. Mai 68, le mai 68 français n'aurait pas été celui-là sans le mai 68 étudiant et le mai 68 et ouvrier, et ainsi de suite. Bon, donc je fais rapide, mais là aujourd'hui, je pense qu'il y a la nécessité d'une jonction qui passe aussi par une autre jonction, pour moi, qui est la jonction du rouge et du vert. Je sais que je viens d'apprendre que demain il y avait une manif sur les pesticides. Tout à fait, ouais. Je veux dire, c'est le même combat. C'est un gouvernement au service de l'oligarchie. L'oligarchie industrielle pour les pesticides, l'oligarchie de la Commission européenne, l'oligarchie des Naouris et ainsi de suite. C'est le même combat. On ne va pas faire dans la même semaine, moi je vois dans la même semaine 4 manifs. Une manif contre la réforme des collèges, une manif contre l'état d'urgence, une manif contre Notre-Dame-des-Landes et une manif contre la condamnation des Goodyear. Mais tant que ça fonctionne comme ça, on est cuit. Tout ça, c'est le même combat. C'est le combat, enfin voilà, pour moi, c'est un gouvernement, mais il peut être remplacé par un gouvernement des Républicains, ce sera évidemment la même chose, mais c'est un gouvernement au service de l'oligarchie. Si on ne voit pas que dans tout ça, il y a quelque chose de commun, et si on ne fait pas se rejoindre les forces, je crains qu'on perde à tous les coups. Je termine sur
l'un de mes héros, enfin un gros héros, c'est Maurice Kriegel-Valrimont pour moi, qui est l'homme qui fait provisionner von Choltitz au moment de la libération de Paris en août 1944 et que j'ai eu la chance, pas von Choltitz mais Kriegel-Valrimont, de rencontrer. Et je lui ai dit, mais à 30 ans, vous étiez en train de libérer Paris, moi à 30 ans, maintenant j'en ai 40, mais bon, on est loin de vivre ces moments de gloire. Il me dit, en 1934, les fascistes sont au bord de prendre le pouvoir. On fait une première manif et on n'y croit pas. Si j'avais dit à mes copains, dans 2 ans, ça sera le Front populaire, on aura les congés payés, les 40 heures et puis un certain nombre d'autres choses, ils m'auraient ri au nez. Mais ça, c'est pas le pire. En 1943, on est fait prisonnier, on est en prison avec Ravanel, avec Raymond Montbrac, on est tous dans la même prison à Lyon. Si pendant la nuit, je leur avais dit, dans 1 an, Paris sera libéré par les Parisiens et la France sera libérée par les Alliés et on aura la mise en place du programme du Conseil national de la résistance, les retraites, la sécurité sociale et puis tout ça, c'est pas qu'ils m'auraient ri au nez, c'est qu'ils m'auraient envoyé en hôpital psychiatrique aussitôt sorti de prison. Et pourtant, il me dit, ça c'est fait, mais parce que les hommes l'ont voulu et savaient ce qu'ils voulaient. Voilà. Tu veux pas réagir par rapport au témoin, du coup Oui, parce qu'il... Non, mais enfin, sur les témoignages, voilà, c'est des témoignages, quoi. Ouais. C'est la réalité de ce que subissent... de ce que subit le monde du travail. On a tous compris que l'ennemi du capitalisme, c'est la main-d'œuvre, et que ce soit dans tous les services publics, le vrai problème, que ce soit les infirmières, la poste, n'importe où, c'est la réduction des effectifs, où on demande aux infirmières d'aller plus vite. Et en fait, bien sûr, ceux qui trinquent, c'est les patients, parce ils n'ont plus le temps de passer autant de temps sur chaque patient. À la poste, c'est pareil, on leur fait distribuer tout et n'importe quoi. Bien sûr que l'ennemi du capitalisme, c'est les services publics, c'est la solidarité. La solidarité, c'est la pire chose pour les capitalismes. Donc voilà, tout ce qui est service public, c'est appelé à disparaître. D'ailleurs, la Poste, c'est plus l'État, et puis la SNCF sera pareil. Puis voilà, on est appelé, c'est appelé à ça. Enfin, c'est appelé à ça si on laisse faire. Et que je pense que c'est une catastrophe, quoi. Et ce que disait François tout à l'heure, oui, c'est arrivé à un moment, moi ça fait... Enfin, moi je parle de tout ça, ça fait... je suis très novice en fait. Moi, je me suis intéressé à la politique et au syndicalisme en dehors de l'entreprise. Le jour où je me suis fait virer, hein, j'ai pas été autrement que beaucoup d'autres. J'ai appris sur le terrain. Et je crois, malheureusement, on fait des débats comme ça j'en fais depuis 6 ans, 7 ans, et c'est toujours les mêmes, on entend toujours la même chose. Et bien sûr que c'est ce que tu disais tout à l'heure, on se retrouve avec des luttes complètement isolées, ouais, sur les manifs. Pourquoi pas faire une grosse manif nationale et on met tout. Le principal ennemi, c'est les manifs anticapitalistes et tout ce qui est notre misère aujourd'hui, nos malheurs, ça vient de ce système qui n'est fait que pour quelques-uns et détruire le reste. Voilà. Enfin, je pense ce sont des exemples, des vrais exemples des dégradations de travail, des dégradations de la vie de chacun. Et les chômeurs, de toute façon, ils ne feront jamais rien pour anéantir le chômage, puisque le chômage, c'est le principal arme du capitalisme pour justement rappeler à ceux qui ont du travail qu'ils peuvent ne pas en avoir et leur foutre les jetons et leur faire accepter tout ce qui est possible d'accepter. Voilà. C'est ça. Merci Xavier. C'est bon ?